Bonjour à tous, c'est Enfalmir et vous écoutez les podcasts de la case rétro. La case rétro, votre podcast 100% rétro gaming. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Tosmo. Comment ça va, Tosmo? Bon, écoute, comme d'hab, hein, tranquillement, pas de soucis particuliers. Ça va? Oui, ça va bien. T'as choisi un sujet de vieux, là? Ouais, on va parler de vieux, de poils sous les bras qui puent et tout. C'est cool. Voilà, c'est ça. On est entre vieux. On est également avec Biscotte. Comment ça va, Biscotte? Je suis pas vieux, c'est pas vrai. Bonsoir, bonjour. Ça va bien? Ça va. La forme. Et pour finir ce trio, on est également avec Banjo Gaioli. Comment ça va, Oli? Ça va bien, bonjour à tous. Ouais, on va parler poils sous les bras, moustaches et tout ça. Entre moustachu et amoureux d'ordinosaures et de vieilles machines, car voilà. Aujourd'hui, on va parler de Lemmings, jeu de réflexion édité par Psygnosis, développé par DMA Design, que les jeunes d'aujourd'hui connaissent sous le nom de Rockstar North. C'est sorti en 1991 sur Amiga et DOS, puis par la suite sur toutes les plateformes un peu de la planète qui ont pu exister, que ça soit portable ou de salon ou ordi. C'est un peu une licence qui est partie sur toutes les plateformes, sur toutes les machines. Et on va commencer tout de suite, justement, comme il y a beaucoup de plateformes, beaucoup d'époques, on va commencer avec ma question traditionnelle, histoire de vous situer, messieurs, par rapport à ce jeu. Quel a été votre tout premier contact avec Lemmings? Et je commençais par Biscotte. Oui, alors écoute, moi c'était sur DOS. Ouais. Et je crois que c'est à peu près tout ce que je me souviens. J'ai l'impression en fait de connaître cette licence depuis toujours. C'est voilà, ça fait partie des Madeleines de Proust, de figures emblématiques du jeu vidéo. C'est-à-dire que voilà, c'est dans mon inconscient personnel ce jeu-là. J'ai l'impression d'être né avec, alors que j'avais 91, je devais avoir 13 ans, quelque chose comme ça. Mais ça fait partie de mes premiers jeux, donc je pense que c'est sur DOS parce que j'ai joué à la souris, donc ça devait pas être sur Amstrad. Et à partir de là, j'ai dû essayer à peu près toutes les versions, à part l'Amiga, parce que j'avais pas d'Amiga. Oh. Oui, alors je m'excuse. Tu en as choqué un. Il est choqué. Donc oui, sur DOS, et puis après sur Windows, sur à peu près toutes les consoles. J'ai même essayé la version sur téléphone, le free-to-play. Mais je dois bien avouer que maintenant, en fait, à chaque fois que je vois cette licence, je me dis « Ah, Lemmings, c'était trop bien !» Et à chaque fois que j'y joue, je me disais « Ah oui, c'est vrai, c'était ça !» Oula. Et j'ai un espèce de cafard de blues, parce que je me dis que à l'époque, c'était déjà sublime. Et maintenant, quand j'y rejoue, j'ai l'impression de jouer à des plagiats de ce que j'avais pu découvrir à l'époque. Enfin voilà, j'ai un petit coup, c'est un peu comme Worms en fait, ou ce genre de jeu, ou Tetris. Il n'y a jamais eu des choses aussi, enfin peut-être pas pour moi Tetris, mais ce genre de jeu où quand tu l'as découvert, t'étais tout fou parce que c'était génial. Ouais. Et ça a jamais été au-delà de ce concept qui était déjà béton dans sa première version, quoi. Ouais, donc gros coup de cœur quand c'est sorti, et au final, en fait, ça restera un souvenir pour toi, malgré l'explosion que ça a été pour toi et l'amour que t'as pour la licence, quoi. Voilà, tout à fait. D'accord, donc grosse découverte à l'époque sur DOS. Tosmo, toi, quelle est ta première rencontre avec Lemmings? Alors, ma première rencontre avec les Mix, moi, c'est sur Amiga. Bouh, Biscotte. Donc, oui, sur Amiga, à la sortie, hein, et donc, comme le dit Biscotte, hein, vraiment une claque monumentale. Mais par contre, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec lui. J'aime bien de temps en temps me le lancer, bon, en version Amiga ou quoi, et continuer à me marrer avec ce jeu-là, quoi. D'accord, donc alors déjà tu parles de te marrer, donc visiblement il faudra en parler sur l'humour du jeu. Et tu dis que grosse claque, ça veut dire quoi? Ça va être pour toi, dans tes souvenirs, ça a été un petit phénomène à sa sortie, ou c'est un truc qui a marché au bouche à oreille autour de toi? Ah non, ça a été un phénomène, hein. De toute façon, on verra dans la revue de presse, mais ça a vraiment quelque part révolutionné un peu le jeu de réflexion. D'accord.
moi qui suis pas du tout jeu de réflexion, il y a vraiment que deux jeux de réflexion sur Amiga où j'ai vraiment accroché mortel. C'est donc Lemmings et un autre qui s'appelle Logical. Lucky Call? Logical. Qu'est-ce que c'est? Alors oui, Logical. Ah Voilà. En franglais, Logical. I am very proud of my English. But alors, you are French? Yes. You are French. Ouais, celle-là, elle était bonne aussi. Moi, comme un débile, Lucky Call, je connais pas. Ça. Un cowboy, je sais pas. Putain. D'accord, Lucky Call. Ok, bah, je regarderai ça, je serais curieux, je connaissais pas. Et donc, on va terminer sur le tour des premières rencontres, du premier contact avec Oli. Toi, Oli, comment t'as connu ce jeu? Ben, c'est un peu comme ce qu'a dit Biscotte. En fait, j'ai pas de souvenir très clair de la première découverte. Je sais que c'était à la sortie en 91 sur Amiga. Ouais. Donc j'avais 15-16 ans. C'était chez mes potes quand on se réunissait les mercredis après-midi. Et je me souviens juste de m'être poilé. On se poilait devant l'intro qui était super bien animée pour l'époque. Et puis on y avait joué de toute la journée. Puis longtemps après. C'est un peu comme a dit Biscotte. C'est un jeu qui a toujours un peu été là pour moi dans mon inconscient. Je serai là. Voilà. Pour toi. Mais j'ai pas de souvenir précis de la découverte. Par contre, j'ai une anecdote qui date de quelques années après. Alors, je sais pas si on a le temps ou on peut se permettre. On a Qui est tout le temps, un on peu peut. velue. Ça faisait longtemps que j'en avais pas eu une en plus. Ah, les anecdotes de Oli. Ta-ta-la-ta-la. Les aventures de Oli. Alors, parce que c'est un jeu qui m'a coûté, comment je veux dire ça, c'est un jeu qui m'a coûté une fille, en gros. Waouh. C'est cool ça, vas-y. Donc j'arrive en Irlande, je partage à l'époque une chambre universitaire avec un Écossais qui s'appelait David Skinner, qui avait lui, il avait une Mega Drive et puis une PS1. Ouais. Donc on partageait une chambre universitaire et puis il avait notamment Lemmings sur Mega Drive. Et le mec était très 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 sympa, vraiment on s'entendait super bien, mais il avait une très mauvaise habitude, c'est il sortait quasiment tous les soirs et il rentrait tard et me réveillait souvent quoi. Alors souvent c'était pour me raconter sa soirée, ça allait encore. Des fois il allumait les consoles et il jouait passons, mais d'autres fois il ramenait quelqu'un avec lui. Oui. Et vu que nos lits étaient séparés de même pas 2 mètres, ça devenait tout de suite très gênant. Voilà, je fais pas un dessin. Oui, donc on un jour l'a je suis compris, obligé de voilà. lui dire J'ai quand pas même. compris, tu peux expliquer s'il te plaît? C'est ça. Toi, tu vas pas nous faire un dessin, mais Biscotte, oui. Donc un jour, je suis obligé de lui expliquer quand même que je suis obligé de dire, écoute, on est deux dans la piole, c'est pas très cool vis-à-vis de moi. Enfin, donc il a pardon, il s'excuse. C'est vrai que par rapport à la fille, ça allait. Oui, voilà. Ouais. J'ai jamais parlé, mais c'était jamais la même en plus. Hein, donc et puis donc il présente ses excuses, il me dit ça arrivera plus, je suis vraiment désolé, etc., etc. Ouais. Bon, 4-5 jours après, rebelote. Et puis là, je les entends arriver dans le couloir, donc je me lève, je me prépare à gueuler quand même un petit peu. Et puis là, il rentre et il me fait illico, ah cool, t'es réveillé, parfait. Il me dit, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit, c'est vrai, c'est pas cool vis-à-vis de toi. Il me tend une bière, il me dit, je t'en ai ramené une. Alors moi, je pensais qu'il parlait d'une bière. Et effectivement, non, il y avait 2 filles qu'il avait ramenées. Il y en avait effectivement une pour moi. Donc moi, je suis le gars consensuel, hein, pour être poli. Tu pour quoi. appeler les peuples, quoi. Ouais. Bah oui, c'est le beau geste. Donc bon, d'accord. Donc la soirée commence. Pour moi, en tout cas, on continue pour eux. Et puis une des filles voit les consoles. Elle me dit ah vous jouez à ça, les jeux vidéo, tout ça. Et puis David, qui était un peu fou furieux quand même, dit si vous allez voir, c'est super, c'est génial. Et là, il lance Lemmings pour leur montrer. Il branche le jeu. On dit qu'on va jouer 5 minutes, sauf que 5 minutes deviennent 10 minutes, 30 minutes, 1 heure. Et au bout d'un moment, on se retourne et les filles sont parties avec les bières. Il doit être 4 heures du matin et Ils comme ont deux dormi imbéciles. sur la béquille. Oh la loose. Voilà, il m'a coûté cher les Putain. C'était un signe du destin, Oli. Tu vois, Lemmings t'a dit non, vous valez mieux que ça. Oh là là, quelle anecdote. N'oubliez pas de noter les anecdotes d'Oli dans les commentaires sur la caseintro.fr. Ça est très très bien, très très illustré bien. l'année prochaine. C'est bien d'avoir terminé par toi, je pense qu'on pouvait pas surenchérir Ouais. dans ce premier contact. Donc voilà, visiblement très addictif, Lemmings, très chronophage. Voilà. Hein, apparemment, on aura l'occasion d'en discuter. On va pouvoir se remettre dans le contexte de la sortie du jeu avec la une du mois. Tosmo, quelle a été l'actu gaming à cette époque en fait? Alors, moi, je vous ai pris en une du mois le Génération 4 numéro 30 de février 91, donc le mois de sortie du jeu. Ouais. Donc, on a une couverture assez jolie, mais je me demande pourquoi, parce que j'étais pas fan du tout. Ça reprend l'affiche du film L'Histoire sans fin numéro 2.
l'histoire sans fin de le film, le jeu. Ouais. Magnifique toujours le film, le jeu. C'est en général à cette époque-là, c'est le comment dire, c'est le doublé gagnant. Hein. Le film, le jeu, c'est poubelle directement. C'est un truc de ouf. Alors, donc qu'est-ce qu'on voit sur cette une du mois? Ouais. Déjà, on a une grosse pastille CES de Las Vegas. Alors spécial CES, donc 30 pages. Donc pour les plus jeunes, le CES, c'est ce qui correspond à l'E3 actuellement. Non, mais les plus jeunes, ils savent même pas ce que c'est le 3. Hein. Oui, en plus. Eux, ils sont le Summer Games Festival. Ouais, moi je sais pas ce que c'est, je dois être trop vieux. Je dois être trop vieux, tu vois. Donc on nous vend ça, on nous met en donc la liste des previews, la liste des tests, et il y a un truc qui est symptomatique de l'époque, c'est donc en bas de la couve, on a console, toutes les news et previews pour Lynx, Game Boy, Game Gear, Corfax, Neo Geo, Mega Drive et Super Famicom. Et là, effectivement, on a vraiment changé d'époque, ça y est. Ouais. On est au niveau de la console parce que déjà les consoles prennent beaucoup plus de place au niveau des tests que les jeux micro. C'est vraiment quasiment le double au niveau des pages. D'accord. Tous les magazines commencent à migrer là-dessus, donc joystick et compagnie, sauf Tilt. Eux, ils font de la résistance, hein, toujours. Ils ont juste 2 pages, 2 pages pour les consoles, écrits en tout petit, avec des toutes petites photos. Eux, ils veulent que du micro. Hein. D'accord. Voilà. Mais un truc que je pensais, par exemple, Génération 4, du coup, ils se sont arrêtés quand les consoles sont sorties ou ils ont tenté un Génération 5? Alors non, ils se sont appelés Gen 4, mais ils ont sorti par la suite une publication spécifique Sega et une publication spécifique Nintendo. Je me souviens plus des noms. J'ai vu passer les noms, mais je me souviens plus du tout des noms. Ils ont quand même continué, mais au bout d'un moment, ça a été bouffé par Console Plus, Joypad et compagnie. Bon, Joystick a quand même perduré très très longtemps. Oui, mais tu sens que le côté, du coup, on va s'appeler Gen 4, c'est parce que oui, Voilà. effectivement, la Génération 4, c'est vraiment qu'on l'a... Voilà, disons que Joystick, au niveau micro, ils ont réussi quand même à prendre le virage du PC. Bien sûr. Parce que Génération 4 a eu du mal. Moi, j'ai vu ça de loin, mais ils ont eu beaucoup de mal à prendre le virage au niveau du PC pour le micro Ouais, je suis d'accord. Génération 4 et ils ont arrêté tout de suite après, quoi. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce truc-là? Alors on a un numéro quand même un peu fourni parce qu'on a des tests micro, on a le Lemmings, Turrican 2, Team Suzuki que j'avais adoré entre autres. Sur les consoles, on a du Bomberman sur Corecraft, Outrun, on a beaucoup de Game Boy. Balloon Kids, par exemple, que j'adore, ce jeu, j'adore. Du Game Gear avec Wonder Boy, etc. Bon, je vais pas te détailler. Ah si, il y a ton jeu préféré sur Super Famicom, le test de Final Fight, bien sûr. C'est pas... C'est-à-dire que... Je sais que tu aimes ce jeu. J'aime les challenges, parce que aujourd'hui, tu vois, actuellement en 2020, tout est la course à la technologie, au beau graphisme et tout, alors qu'à l'époque, tu sais, on savait privilégier le gameplay. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand un jeu d'arcade sortait sur la SNES, il valait mieux qu'il soit plus beau plutôt qu'il soit 2 joueurs. Voilà. J'en étais sûr. Bon, on a un peu de test d'arcade avec Magic Sword de chez Capcom, qui est très 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 bon jeu. Mad Dog McCree de American Laser Games, qui est très très bien. Le plus intéressant, c'est quand même les news et le dossier CES. Hein. Bah oui, c'est grosse année, c'est quand tu fais un shift de génération et qu'en plus t'as le CES de Las Vegas, c'est le magazine que tu ne rates pas dans l'année en fait, quand t'es gamin. Tout à fait. Alors bon, après, il y a des news qui fuitent un petit peu sur le CD-ROM, le futur CD-ROM de la Super Nintendo. Ils sont super débatatifs, surtout que la SNES n'est pas encore sortie en Occident. Hein, donc, d'accord. Mais bon, ils sont on a une petite rumeur aussi sur le CD-ROM de la Mega Drive, mais bon, voilà quoi. Alors au niveau du CES, tout le monde attendait la Panthère de chez Atari. La panthère. Ça en déconne, la panthère? C'était la panthère qui. Le nom de code, c'était la panthère? C'était la panthère. Merde. Putain, je savais pas ça. Et elle était censée être une console 16 bits en plus. Donc oui, bon, on a Nintendo très inquiet au niveau de la Genesis, donc la Mega Drive aux États-Unis, parce que qui marche très 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 bien. Ouais. Sega nous lance justement aux USA la Game Gear, pardon, pour les puristes. Oh, tu dis comme tu. Voilà quoi. Et du côté de Nintendo, par contre, on a pratiquement que du jeu Game Boy. Mais alors des tonnes. Hein. Ah ouais?
des tonnes ouais, de jeux Game Boy. Alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le high tech, hein, parce que t'as toujours des trucs un peu improbables. Le high-tech de 91, oui. Voilà. Alors donc les mecs se plaignaient un petit peu que l'écran plat, c'est pas encore pour notre salon, c'est du domaine du rêve. Tu m'étonnes. Hein, c'est clair. Par contre, ils s'extasiaient sur les Américains qui avaient des télés de plus de 70 cm Ah oui. chez eux. Alors bon, voilà quoi, c'est Mais... une autre époque. Ah bah attends, hein. moi j'avais un pote, Xavier, que je salue s'il écoute ce podcast. Son père avait une télé 16/9. Ah oui, je vois. Le cathodique qui devait faire Le 1 mètre de profondeur. C'est ça. C'était incroyable. On bavait à chaque fois qu'on passait devant cette télé et tu vois à quel point en fait aujourd'hui ça a bougé extrêmement vite et c'est pas mal de voir que le rétro de la télé c'est aussi intéressant que le rétro des jeux vidéo. Ouais. Et on a d'ailleurs, en parlant d'image, on a Sharp qui nous sort le premier vidéoprojecteur grand public. Parce qu'avant c'était que du matériel professionnel. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous disent qu'ils ont adapté les projecteurs de diapositives. Hein, à la vidéo. Wow. Oui, donc En fait, faut tourner de super vite. voilà quoi. Donc bon, c'était une bonne grosse boîte quand même. Hein, le prix, ils donnent pas le prix. Hein. Là, il y a pas les prix, mais à mon avis, grand public avec un grand portefeuille aussi. Si c'est le premier, si c'est le premier grand public, ça coûte une c'est le grand portefeuille. Alors, dans le domaine du rigolo, on a une Bible portable. Quoi? Ça s'appelle un bouquin. Ouais, non. Là, c'est vraiment une Bible portable. Les Américains ont sorti ça. Ça se présente comme un espèce de petit agenda avec un tout petit écran noir et blanc, un clavier, je sais pas pourquoi, et il y a toute la Bible dedans. Une Bible électronique. Une Bible électronique, hein, voilà. Ah oui, ça me rappelle mon daron qui avait des agendas électroniques. Je comprenais absolument pas comment ça marchait. Ouais. D'ailleurs, là, il y avait toujours deux ou trois qui traînaient dans un tiroir. Là. C'est un truc de fou. Allez, bon, un petit dernier pour la route. Et là, mon pote, c'est l'avenir du futur. Hein. Ah ouais, c'est l'avenir. Ils nous disent fini les cartes routières, les gars. Wow. Bon, pour les jeunes qui n'ont pas connu, hein, pour trouver son chemin, avant, fallait déplier un espèce de papier qui faisait 3 mètres carrés. C'était un enfer, quoi. Et puis, ouais, mais tu vois, Tosmo, eux, ils avaient pas de problème de réseau pour capter le GPS dans la bagnole après. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Mais bon, fallait être à deux quand même, hein, parce que bon, il y avait un copilote quand même. Et donc, c'est Blaupunkt qui nous sort le premier GPS aussi grand public qui devait valoir une blinde, quoi. Ça s'appelle le Travel Pilote et c'est la carte est stockée sur CD-ROM et on a un écran noir et blanc cristaux liquides donc de 12 cm et les mecs s'extasient parce que comment dire, on a un capteur de direction, une boussole et là c'est incroyable. Je me mets à leur place. À l'époque, tu voyais ça dans Jurassic Park dans les 4x4. Oui, non mais c'est ça quoi, c'était vraiment le premier, ça existait parce qu'ils disent qu'ils en avaient vendu d'autres modèles à des institutions comme la police, les trucs comme ça aux États-Unis. Mais là, c'est vraiment le truc qui sort vraiment où tu peux l'acheter en magasin, moyennant grande finance. C'était gros comment? Il fallait le PC entier dans la voiture là? Non, alors apparemment ils ont fait une photo que du volant avec l'écran à côté du volant. Il y a pas le boîtier du GPS. Je peux pas te dire ce que c'est. Dans le coffre. Ils ont pas montré la tour en fait sur la place dans la place passager. Sur porte-bagages sur le toit. Ah bah tu sais, ça devait être quelque chose parce que bon, dans la même rubrique, il y a le premier changeur de CD, 5 CD, le truc, enfin 1 mètre de large. Voilà, c'est tout pour cette une du mois, un petit peu rigolo. Ouais, le CES, beaucoup de Game Boy, pas mal de les consoles 16 bits qui arrivent. Il y a pas mal de bons jeux micro qui sortent, donc c'est vraiment une petite période un peu florissante au niveau du jeu vidéo, donc il y a pas mal de trucs à faire, et comme je vous ai entendu, visiblement ce Lemmings a fait sensation à cette époque-là, donc on va essayer de voir pourquoi. On va jeter un œil maintenant au dos de la boîte du jeu avec le pitch, histoire de voir comment ils nous ont vendu ce jeu à l'époque avec toi, Biscotte. Alors déjà en fait on va prendre le dos de la boîte et puis on va retourner la boîte pour regarder devant, parce que sur certaines éditions il y avait un petit message en bas à droite qui nous disait attention, nous ne sommes pas responsables pour la perte de
santé mentale, la perte de cheveux, la perte de sommeil. Oh, mon argu market. Oh Manon, Ah, mais c'est pas grave, j'en ai un autre. Ah ouais, genre comité anti-PlayStation avant l'heure, Voilà. quoi. Et Très donc drôle. au dos de la boîte, bah en fait j'ai dit ce qu'il y avait devant parce qu'il n'y a pas grand chose écrit derrière sur la plupart des versions. Ah Et bon souvent c'est en anglais. Faut se tourner plus vers les éditions consoles, en fait les boîtes consoles pour avoir du texte en français, mais qui est pas forcément très intéressant. Oui. Donc au dos des big box, on a tout un panel en fait de screens du jeu avec plein de lemmings qui se baladent sur le dos de la boîte et qui font des bêtises. Ouais. Voilà, enfin, ils s'amusent entre eux. Mhm. Et donc, on a un texte qui dit donc un jeu unique époustouflant avec des niveaux de difficulté multiples. Prenez le contrôle de la collection la plus farfelue de rongeurs jamais vue sur votre écran. Des rongeurs. D'accord. Moi, je voyais des bonhommes violets avec des cheveux verts. Bah, D'accord. Oui, mais bon, c'est des rongeurs, les Lemmings, normalement. Ah bon Comme un hamster. Ouais. D'accord. Ouais. putain, ouais. Vous me Ah, régalez. les Lemmings. Oui, ah, les Ce Lemmings. matin. Question bête, mais genre, comment t'achètes sa jaquette? On te dit pas vraiment que c'est un jeu de grosse réflexion, t'as plutôt l'impression que c'est un jeu très rigolo, en fait. Bah là en fait ouais sur les big box il y a jamais en fait ils t'expliquent jamais ce que tu dois faire. Après sur les versions console ils vont plus te détailler en disant emmener les lemmings à la sortie pour les sauver. Il y a même sur la version Lynx on te présente comme le président de l'association de sauvetage des lemmings. Donc il y a du lore derrière. C'est ça. Mais oui souvent en fait on t'explique pas trop le principe du jeu. Mais pour revenir sur ta question, c'est un jeu marrant aussi. Oui, ça a l'air. Je trouve que la jaquette vend bien le jeu. Oui, en tout En cas, fait. ouais, on voit que c'est un des arguments principaux du jeu, c'est que au moins visiblement, on s'attend à rigoler devant le jeu. Même si quand tu auras la jaquette, tu sais pas trop vraiment ce que tu vas devoir y faire, mais en tout cas, visiblement, il y a une promesse de passer un bon moment. Donc, on va voir si dans l'univers et tout, c'est comme ça que vous l'avez ressenti, si ça vous a fait marrer ce jeu. On va pouvoir se lancer dans le gros du débat et on se retrouve tout de suite après ça. Je me tourne vers toi, Oli. On a vu sur l'arrière de la jaquette que on était président d'une association de protection des rongeurs. On voit que il y a de l'humour, que ce soit devant ou en tout cas il y a une promesse d'humour. Pour ceux qui connaissent Lemmings juste de nom, qui n'y ont jamais touché, c'est un peu mon cas. C'est quoi rapidement l'univers de jeu et pourquoi il faut s'attendre à rire en fait? L'univers de Lemmings, le Lemmings Extended Universe, ouais, c'est toujours difficile pour un jeu de puzzle de séparer l'univers du gameplay. Je vais essayer de pas trop empiéter sur le gameplay lui-même. En gros ici, on est dans un monde où c'est des créatures humanoïdes dans le jeu appelées des Lemmings. Alors c'est tiré des rongeurs, les Lemmings, on en a parlé tout à l'heure. Des rongeurs qui ont un instinct de migration très fort qui les pousse souvent à prendre des risques un peu au-delà de leurs compétences physiques. Et ici, les Lemmings donc sont anthropomorphes, tous identiques, ils ont des cheveux verts, une espèce de robe bleu-violet, et ils sortent les uns après des autres d'une espèce de trappe magique posée dans le ciel. Ils déboulent dans des niveaux à la thématique différente, donc il y a des cavernes, de la glace, un enfer, des pyramides, et puis il y a des jeux tirés de des anciens jeux Psygnosis aussi. D'accord. Et dans le niveau, se trouve un portal dimensionnel qui vraisemblablement va les amener vers la trappe du niveau suivant. Voilà, c'est à peu près ça. Donc dans le genre perché, c'est le plongeoir de piscine olympique là, à chercher forcément une logique. Ouais. C'est un jeu de puzzle et l'univers est présenté surtout pour servir de prétexte au gameplay puis fournir un peu de variété visuelle. Cela dit, ce qui est intéressant pour un jeu de puzzle, c'est que l'accent est posé sur les Lemmings eux-mêmes, sur les personnages, non pas forcément sur les énigmes. D'accord. Et ça, c'est intéressant parce que un univers va s'imposer naturellement avec l'attitude des Lemmings qui ont tendance à foncer en file droite vers leur mort. Leur démarche assez amusante, ils ont vraiment une personnalité
réalité, c'est assez drôle de les voir marcher, ou de les voir bloquer, ou de les voir attendre ou creuser. Et puis le joueur qui lui-même, on se demande si c'est comme a dit Biscotte, le président de l'association de Lemmings, ou est-ce qu'on est un dieu, est-ce qu'on est un chef Lemmings, on leur donne en gros des ordres. Donc c'est très marrant la façon dont, parce qu'ils se suivent tous en file indienne, comme ça, vers leur mort inexorable, à moins que tu les en dévies. Tu les amènes vers leur salut. Voilà, ouais. Comme je dis, c'est très difficile de détacher l'univers du gameplay. Je voulais essayer de pas trop faire ça. Donc ouais, un truc pas forcément logique, y a pas de suivi, ça peut être un peu loufoque. C'est des tableaux, on va dire, de jeux de réflexion, et du coup vraiment, t'as un peu Roger Rabbit qui doit prendre soin de bébé Herman, quoi. Du coup, qu'est-ce qui rend le truc drôle? Est-ce qu'il y a vraiment, comme sur la jaquette, des blagues ou ce genre de choses? Les blagues. Ce qui est drôle, c'est la démarche elle-même des Lemmings, qui est assez un peu loufoque là, avec leurs cheveux qui partent dans tous les sens, et puis ils ont des gros pieds qui est assez marrant. Donc les Lemmings eux-mêmes sont assez amusants. Et puis partout dans les niveaux, il y a des pièges, et ce qui est drôle, c'est au départ en tout cas de voir comment ils vont mourir, comment ils vont se faire écraser ou éviscérer. Enfin, il y a une espèce de plaisir. Donc il y a un peu le côté sadique du joueur. Ouais, voilà, ouais. Ah oui. Ouais. Donc tu peux juste regarder aussi comment ils vont mourir entre guillemets pour voir les pièges, quoi. Donc il y a de ça aussi. Donc les premières fois où tu fais un niveau, effectivement, tu vas découvrir le niveau, puis donc l'univers de ces Lemmings, comment ils vont mourir. C'est un peu aussi la curiosité du truc. D'accord, donc il y a un peu ce petit dire-là, un peu God Game de voilà, je suis votre seule chance de survie, donc je peux m'amuser avec ça. Tosmo en 91, qu'est-ce qui t'a attiré dans cet univers, dans cette ambiance de Lemmings? En fait, un petit peu tout, c'est-à-dire les graphismes, même s'ils sont minimalistes, le son et les musiques qui sont complètement loufoques, tout cet ensemble participe, à te donner un jeu vachement atypique et super marrant à jouer. Ouais. Plus les morts, comme le dit Oli, plus Oli l'a dit aussi. Tu as des clins d'œil sur certains niveaux de jeux de très gros jeux Psygnosis, Shadow of the Beast 1 et 2, Awesome et Menace, tout à fait, c'est ça, ouais. Donc c'était des très gros jeux Psygnosis. Donc pour le fan de Psygnosis, c'est super marrant, petit clin d'œil. Biscotte, toi, t'en avais pensé quoi de cette ambiance, cet univers? À l'époque, je savais pas trop ce que c'était un Lemmings. Pour moi, c'était pas des bestioles, mais c'était des humains. Enfin, je les vois toujours en fait comme des. Enfin là, ils se tiennent debout. Oui, ils font partie pour moi, ils font partie de l'univers de Little Big Adventure. Oui, ils sont très proches, oui. En fait, à l'époque, je crois que c'était le croisement entre Rick Dangerous et Populous qui m'avait fait accrocher au jeu. C'est-à-dire Rick Dangerous, le côté il y a des pièges partout et tu peux mourir très 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 facilement, et le côté God Game où tu vas prendre le contrôle de petits êtres qui n'en font qu'à leur tête. Et voilà, quand tu vois les Lemmings qui se baladent tout seuls sans que tu fasses rien, déjà en fait c'est assez rigolo, parce que t'as l'impression vraiment d'avoir des créatures avec zéro intelligence qui foncent droit devant, quoi. D'accord. Après, moi je le considère pas vraiment comme un jeu super marrant où tu vas te poiler toutes les 30 secondes comme dans un point and click ou ce genre de choses, mais c'est un jeu qui a une bonne ambiance, qui va te faire sourire plus que franchement rire. Et ça va être l'enchaînement des niveaux avec les pièges, les flammes, ce genre de choses qui vont te faire sourire, parce que tu sais que tu vas galérer sur les niveaux, quoi, et que tu vas jamais réussir, enfin si tu vas réussir, mais que tu vas jamais faire ce que tu veux, parce que eux ils avancent et t'aimerais que des fois ils t'écoutent et donc voilà, quoi. Mais après, pour en revenir à l'histoire des Lemmings, quand j'ai appris récemment en fait les Lemmings, pourquoi en fait Oli en a parlé un petit peu sur les rongeurs qui faisaient une migration, et je fais une petite digression vite fait, parce que en fait j'ai l'impression que de l'autre côté de l'Atlantique c'est beaucoup plus ancré dans l'esprit que les Lemmings ce sont des créatures qui sont suicidaires. Enfin, pendant toute une période on pensait que ces bestioles-là étaient tellement connes qu'elles tombaient dans les falaises et puis elles se noyaient toutes seules parce qu'elles essayaient de migrer et qu'elles trouvaient pas le chemin, et donc il y a ce lore-là, si on peut parler de lore, de ces rongeurs, donc ces Lemmings qui foncent droit devant et qui n'ont pas du tout la conscience du danger. Oui, c'est vrai que pour les Américains qui ont ça dans leur culture, du coup ça parle direct. Voilà, ça donne un univers qui est un peu plus style, quand on te parle de Lemmings, tu sais tout de suite de quoi ça va plus ou moins parler, quoi. En France, ils ont voulu l'importer en mode con comme un balai, mais bon, le balai ne bougeait pas, c'était un peu naze, ça marchait moins bien, donc bon, c'est un peu dommage. Mais par exemple, on a traité Worms dans un podcast il y a très longtemps avec Bibi 300, où là, s'il y a vraiment un côté opposition, mais
tout de même ce petit côté un peu terrarium et ces toutes petites créatures. On est sur une parenté, on est sur un truc aussi drôle où faut pas trop chercher là. Alors, il y a un mode de joueur. Il y a un mode de Sur la version Amiga, oui. Pas sur la version PC. En fait, chacun a ses lemmings et il faut faire sortir le plus de lemmings possible par rapport à ton adversaire. Mais tu peux tuer les lemmings de l'autre, tu peux te démerder à ce que ces lemmings viennent aussi dans ta porte. Et pour les faire gagner pour toi et pas pour ton pote, c'est ça? Voilà. D'accord, chacun a sa porte de sortie. Voilà. D'accord, très intéressant ça, très intéressant. Du coup, ouais, en gros, ce que t'es en train de dire, c'est que les pouvoirs un peu à la God Game marchent sur tes lemmings, mais marchent aussi sur ceux de tes potes. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, très bon ça, je ne savais pas. D'un coup, ma hype monte de ouf par rapport à ça, d'accord? Parce que effectivement, le côté jeu de réflexion, moi, c'est pas trop mon truc, ou alors sur les 50 premiers niveaux et après, je passe à autre chose. Mais là, s'il y a un petit côté opposition, putain. Ça peut être assez marrant, donc ouais, on peut être sur une affiliation comme Worms de ce style de jeu de l'époque avec des petits personnages et tout. D'accord. On va pouvoir rentrer vraiment dans le gameplay. Ça sert à rien de rester trop longtemps dans l'univers sur un jeu de réflexion. On va rentrer dans le gameplay avec toi, Tosmo. On a parlé justement d'un petit côté God Game, d'un petit côté réflexion. Pour ceux qui ont jamais joué, qui connaissent juste de nom, qui ont même jamais vu une image de gameplay, comment ça se joue à la base un Lemming? Alors, écoute, donc comme on a dit, on doit guider des petites créatures particulièrement idiotes à travers des niveaux et éviter des pièges, naturels ou posés sur le tableau. Donc voilà, ça se joue à la souris et on a parlé de God Games. On donne des aptitudes aux lemmings qu'on veut. Pour pouvoir se sortir des situations donc les plus dangereuses, tu as en bas une barre avec les 8 attributs que tu peux leur donner. Suffit de cliquer sur l'attribut que tu veux donner et cliquer sur le lemming souhaité. Alors, les 8 attributs, c'est le climber, qui est le grimpeur, donc lui, il grimpe au niveau des parois. Ouais. Le flotteur, qui est le parachutiste, s'il tombe de très haut, il ouvre un parasol, et donc il s'écrase pas. Voilà. On a un bloqueur. Ce lemmings-là, ça va être le lemmings qu'on va à la fin sacrifier, parce que lui, en fait, il va bloquer l'accès, le chemin, quoi, pour les lemmings. On va devoir changer d'orientation de... Voilà, le temps que tu fasses ce que tu as à faire. C'est le fait qui fait la circulation, quoi. Voilà, c'est le mec qui d'ailleurs il a les bras en croix pour empêcher de voilà. Okay. On a le bomber qui explose au bout de 5 secondes qui permet de détruire certains éléments du décor. On a le builder. Alors le builder, c'est lui, il construit un escalier en biais. On a le basher qui lui creuse en horizontal, le digger en vertical et le mineur qui lui creuse en diagonale. Sachant que certains attributs sont définitifs. D'accord, tu peux pas switcher de rôle une fois que tu as... En fait, une fois que tu lui as attribué ce rôle-là, c'est fini. Il fera toujours ça. C'est-à-dire que le flotteur et le climber, flotteur, climber, bloqueur, à chaque fois qu'ils auront un obstacle, le climber le montrera et l'autre lemmings aura le parasol. Mais tu peux, par exemple, certains attributs sont cumulables, comme le climber et le flotteur. Le mec peut grimper et ouvrir le parasol. On a aussi le bloqueur, fatalement, il peut devenir un bomber parce que pour finir le niveau, faut qu'il n'y en ait plus et faut qu'à la fin tu le fasses exploser. Alors du coup, comme tu dis que tu peux sacrifier des lemmings, ça veut dire que t'es pas obligé de tous les avoir. Voilà. Ça veut dire quoi? C'est des objectifs? Comment tu commences un niveau pour savoir combien tu peux en sacrifier? Au niveau des objectifs, tu as un pourcentage de lemmings à sortir. Ça peut aller de 4% à 50%, etc. D'accord. Et tu as une limite de temps aussi. À partir de là, il faut que tu réfléchisses. On a une interface qui représente dans la fenêtre principale ce que tu vois, tes lemmings en action, etc. En bas, tu as une barre avec les attributs que tu peux donner aux lemmings, mais aussi un symbole plus et moins qui te permet d'accélérer ou de ralentir l'apparition des lemmings, parce que quand la trappe s'ouvre, il tombe, régulièrement. C'est-à-dire que tu peux pas juste en avoir un sur le niveau ou deux, le temps de faire le chemin, etc. Mais c'est pas toi qui les fais popper Non, tu les popes pas, ils tombent régulièrement. Donc une fois que tu as fait par exemple tout ton chemin, etc., là tu peux appuyer sur plus, qu'ils arrivent tous d'un coup là en file indienne collés aux uns aux autres, c'est marrant. Et sinon tu peux ralentir. Ce qui est très rigolo que tout le monde utilisait, c'est le nuque. Alors en combien de mots là? En un seul mot, c'est pas le nuque, c'est I am French. Nucléaire, c'est nucléaire. C'est-à-dire que tu peux recommencer le niveau en faisant échappe, mais le plus marrant, c'est d'appuyer sur cette
touche qui représente donc le symbole d'une explosion nucléaire. Et là, tous les lemmings deviennent des bombeurs. Et au bout de 5 secondes, tout se met à péter dans le niveau avec justement le fameux oh no. Ouais, c'est jouissif au possible. C'est vraiment jouissif. et donc tout en bas, tu as une espèce de petite carte parce que les niveaux font d'un écran jusqu'à 5 écrans. Et 5 écrans, c'est énorme. Hein. C'est pour le jeu, c'est énorme parce que tous les sprites sont super petits. Et donc en passant ta souris, en cliquant sur l'endroit où tu veux de cette carte-là, tu passes directement à l'écran. Ouais, comme un jeu de stratégie, quoi. C'est pratique. C'est minimap, quoi. Biscotte, du coup, ce côté objectif, God game, jeu de réflexion, qu'est-ce qui te plaisait, quels étaient aussi peut-être les défauts que tu y trouvais? Déjà, c'était limpide dans ce que tu devais faire. Tu comprenais tout de suite le principe du jeu parce que les premiers niveaux, ils sont très faciles. Tu peux avoir qu'une seule action. Tu comprends très rapidement comment arriver au bout. Et après, en fait, on va te laisser un peu plus la main où tu vas avoir toutes les compétences débloquées et c'est à toi de faire ta propre solution. Tu peux prendre des chemins un petit peu tordus pour arriver à la fin. Tu te sens pas bridé en disant mais qu'est-ce que je dois faire en fait pour arriver à la fin. T'as toujours une ou plusieurs solutions pour arriver au but. Et donc ça donne une certaine accessibilité au jeu. Voilà, et ce que je voulais rajouter tout à l'heure, c'est comment dire, tu as un bouton pause. Certains joueurs l'utilisent beaucoup, puisque ce bouton pause te permet de regarder l'ensemble du niveau, où est-ce qu'ils en sont, tes lemmings, etc. Et d'autres joueurs ne l'utilisent pas, font tout à l'instant. Alors, du coup, j'ai une question, c'est que Biscotte a dit qu'au début, t'es un peu limité histoire de pas trop te perdre, de comprendre comment utiliser le jeu. De ce que j'ai compris, il y a pas mal de niveaux, il y a il y a une succession de niveaux. Est-ce que il y a un moment où tu te retrouves un peu débordé parce que t'as beaucoup de lemmings à gérer et on va dire un passage, un chemin que tu t'es créé qui est un peu compliqué? Est-ce que c'est là où est la difficulté ou c'est sur les obstacles que tu mentionnais pour les faire passer en fait, où est la difficulté dans ce gameplay? C'est les deux en fait. C'est les deux parce que il faut que tu aies l'œil sur ces ahuris qui se noient pas ou quoi, etc. Pendant que tu fais construire par exemple à ton builder qui lui ne peut poser que 12 tuiles à la suite. Donc si c'est plus haut, il faut que tu ailles recliquer sur lui pour lui dire refais-moi 12 tuiles, etc. C'est un petit peu tu sais les deux, donc il faut avoir un peu les yeux partout sur les niveaux qui sont super grands. C'est vrai que à un moment tu peux t'y perdre. On a 120 niveaux, comme l'a dit Biscotte. En fait, la difficulté elle est super progressive, c'est-à-dire que sur les premiers niveaux, le premier niveau on va te donner que un creuseur. Le deuxième niveau, tu auras l'autre aptitude. Tu seras pas perdu au début, quoi. Voilà. Et ce que j'ai oublié de dire aussi tout à l'heure en gameplay, c'est que les aptitudes par rapport au niveau sont limitées. D'accord. Ok, c'est pas infini. T'as pas un max d'aptitude, t'as des niveaux, tu vas avoir 3 à 5 bloqueurs, d'autres à un seul, etc., quoi, ou d'autres à 20. Et chaque compétence, en fait, a son avantage et son inconvénient. Par exemple, le creuseur, tu vas avoir un niveau, en fait, où donc la sortie est juste en dessous, donc il suffit que tu creuses un trou pour que il tombe, sauf que celui qui creuse, en fait, lui, en fait, il va tomber de plus bas, puisqu'il creuse, en fait, il s'arrête de creuser et il tombe. Et les autres, forcément, puisqu'eux, ils ont pas besoin de creuser, ils vont tomber de plus haut, donc ils vont forcément s'éclater parce que ils ont franchi la distance de trop pour pouvoir se réceptionner. Il faut faire en fait avec les différentes compétences de chacun. Le bloqueur, on peut pas le récupérer une fois qu'on l'a transformé en bloqueur, il va rester en fait sur... Ouais, tu le sacrifies. Voilà, t'es obligé de le tuer à la fin pour pouvoir finir le niveau parce qu'il reste à bloquer. Donc si t'en mets trop dans le niveau pour atteindre l'arrivée, bah tu t'atteindras pas en fait le bon pourcentage pour t'en sortir. Donc en fait l'évolution va se faire comme ça, il y a toujours un petit jeu de réflexion, surtout que en avançant dans le jeu, tu vas retrouver des premiers niveaux, ça va être les mêmes cartes, et on va te demander un pourcentage supplémentaire. Plus élevé, quoi. Voilà. Ou sans certaines compétences. Ah ouais, d'accord, ouais. Donc ça peut être un peu retard au bout d'un moment sur un niveau élevé. Question bête, comme on vous avait dit qu'il y avait pas mal d'écrans sur des niveaux un peu avancés, on te prévient quand un de tes lemmings meurt ou d'un seul coup tu reviens en arrière et tu te rends compte que tout le monde est mort? Tu vas entendre un bruit en général quand un lemming meurt, mais je crois que c'est systématique. Il y a toujours un petit bruit s'il tombe dans un piège ou s'il tombe de trop haut ou s'il se noie. Enfin, il y a toujours une petite indication sonore, mais c'est au dernier moment, quoi. T'as pas le temps de savoir. Et puis généralement ils sont assez groupés les lemmings en fait, ils vont pas être éparpillés sur la carte un peu partout. Voilà. Ils vont vraiment se déplacer en groupe, c'est aussi ça
ça le côté marrant, ça fait une espèce de grosse chenille. Ça fait vraiment effet de population, surtout quand tu as les sangs qui se déplacent et que... Quand t'es en train de faire un truc et puis que t'entends tout d'un coup en boucle, tu dis oh là là là. Oli, toi, c'était quoi ton style de jeu? Qu'est-ce qui t'a parlé dans ce Lemmings au point de rester très tard la nuit avec un coloc? Moi, j'aimais bien le fait que tu pouvais faire un niveau de façon différente. Et des fois, t'avais l'impression d'avoir un peu cheaté ou trompé le jeu en résolvant le niveau d'une façon que les développeurs avaient pas forcément anticipé. En tout cas, tu t'amusais à le croire. Et c'était la variété de la possibilité de faire un niveau. C'était le côté assez marrant de les voir mourir de temps en temps de façon différente. Dès que t'avais un nouveau piège qui apparaissait dans un niveau, tu t'empressais de les envoyer sur le piège pour savoir l'animation que ça allait déclencher, le son que ça allait déclencher. Ouais, bien sûr, mais tout le monde faisait ça. C'était juste fun, même la musique était sympa, on en reparlera après. Mais et puis l'animation, le jeu en général était fun à prendre en main, très très bien. Comme l'a dit Biscotte, c'était très graduel dans sa difficulté. Donc les premiers niveaux, t'avais vraiment l'impression de maîtriser. On te donnait le temps, on te donnait toutes les compétences, et puis on t'indiquait même des fois ce qu'il fallait faire par le nom du niveau qui te disait. C'est que là, faut juste creuser ou des trucs comme ça. Et puis petit à petit, tu te retrouvais rapidement, au fur et à mesure, sans t'en rendre compte, tu te retrouvais dans des trucs assez retors et assez tordus, et la courbe de progression était super bien faite pour ça. On parlait pas de physique à l'époque, mais il y avait quand même une espèce de notion de physique qui était assez unique dans son genre. C'est-à-dire que, en fait, quand tu vas creuser ou quand tu vas exploser, tu grattes vraiment le pixel, et les Lemmings, ils marchent au pixel. C'est une des forces aussi du jeu, c'est qu'ils vont vraiment suivre la courbe du décor, et si tu creuses, ça rogne vraiment le pixel, et les Lemmings ils vont suivre la route. Un exemple tout bête, par exemple, tu vas mettre un mec qui va un builder et qui va construire un escalier, mais t'as tout le monde qui arrive derrière. Tu vas mettre un bloqueur qui va bloquer en fait tous les autres pour que t'aies le temps en fait de construire ton escalier. Sauf que quand tu veux virer le bloqueur pour qu'il puisse monter les escaliers, tu vas le faire exploser et ça va faire un tout petit trou. Et ça va péter en fait les premières marches, par exemple, de ton escalier, parce que ça m'est arrivé plein de fois, ça, à chaque fois je me faisais avoir. Et en fait, les Lemmings, ils vont pas accrocher aux marches, ils vont continuer tout droit, et puis ils vont tomber, alors que t'as passé une demi-heure à fabriquer ton escalier. Mais qui met un bloqueur à faire péter sur l'escalier, quoi? Ça arrive tout le temps. C'est comme le dit Biscotte, c'est vraiment au pixel, hein, parce que suffit que tu fasses exploser ou creuser un chouïa trop profond, les mecs ils sont bloqués. Et c'est là que t'appuies sur le bouton nuke pour tout faire péter. Voilà, tout à fait. C'est vraiment super super. Mais par rapport à cette difficulté, est-ce que l'un d'entre vous l'a terminé ce jeu? Non, parce que en fait, c'est chaud. Ouais. C'est super chaud. Il y a quand même des niveaux en fait qui sont hard, et après t'as forcément les défauts du jeu qui transparaissent, comme le fait de devoir tout recommencer pour une petite erreur. Même si en fait t'as un chronomètre, les niveaux peuvent paraître assez longs parce que eux ils avancent pas vite. Tu dois faire des actions très en rythme, et il y a vraiment des moments où c'est vraiment. C'est ça, parce que en fait le plus et le moins c'est pour le nombre de lemmings que tu fais entrer dans le niveau, mais c'est pas augmenter la vitesse de défilement, c'est-à-dire qu'ils iront toujours à la même vitesse, et que... Ouais, voilà, c'est ça. Et un niveau peut être long comment, en fait? 5 minutes, un truc comme ça. Non, de timer, sur un 5 écrans, bon, je suis peut-être un peu bénin, mais je me suis passé un quart d'heure, des trucs comme ça. Quand tu parles du temps d'essayer pour faire le niveau, ou du temps du timer lui-même du niveau? Non, du temps d'essayer pour faire le niveau. Ouais, d'accord. Ouais, c'est pas le timer. D'accord, ouais, il y a pas mal de replays de relancer le niveau. Voilà, D'accord, ok. Je m'attendais à un truc un peu plus long, donc c'est quand même un peu équilibré. C'est pas non plus à se tirer les cheveux en termes de difficulté. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Ça me rassure un peu, parce que j'ai l'impression que ça faisait partie de ces jeux. Si tu l'as pas connu à l'époque, t'as envie de te tirer une balle quand tu joues. Moi, j'ai une question par rapport à ça, parce que je n'ai jamais joué à Lemmings et je l'ai vu tourner nombreuses fois, et c'est jamais un jeu qui m'a vraiment attiré pour un truc très bête. Et le bouton pause qu'a mentionné Tosmo répond un peu à ma question, mais ce mélange entre jeu de réflexion et il faut avoir le réflexe de cliquer sur le bon Lemmings pour lui donner la bonne tâche, et du coup ça devient un mix entre réflexe et réflexion. Est-ce que pour vous c'était
un truc cool à l'époque. Est-ce que vous aviez entendu des critiques par rapport à ça, que justement ça rendait le truc un peu arcade et que du coup c'était pas assez réflexion? Comment ça se place là-dessus? Est-ce que si on aime la réflexion, c'est un bon truc, ou alors faut vraiment apprécier le mélange des deux? J'avais pas moi entendu de critiques sur ce type de gameplay. C'est vrai que c'est du micromanagement. Mais c'est assez bien fait, et puis c'est pas non plus impossible et super délicat. T'as moyen de bloquer tes lemmings de façon à ce qu'ils soient toujours accessibles pour en isoler un ou des trucs comme ça. Donc je trouve pas que ce soit un problème dans le jeu. Moi, je suis pas spécialement le fan de micromanagement ou de trucs de stratégie, de jeux de stratégie où il faut faire justement cliquer sur la bonne unité au bon moment ou des trucs comme ça. Et là, ça passait très bien. Bah ouais, parce que là, vous me parlez du fait que en général, ça se déplace par bloc à la queue leu-leu, et en même temps, tu vois, tu dois sélectionner une option, enfin une application, Oui. et la donner. T'as jamais de problème de misclick où en gros tu t'es gouré, t'as donné au deuxième et du coup le premier, bah il a pas le parachute et il va se péter la gueule ou un truc comme ça? Si, ça arrive toujours. Ah d'accord. On va dire ça arrive au début. Ouais. Ça arrive au début quand tu fais pas gaffe. Mais une fois que t'as compris le système du jeu, ça arrive beaucoup moins souvent parce que en fait les lemmings quand ils pop, il y a quand même un certain délai entre le temps que l'autre arrive dans le niveau. Il y a un certain délai, je pourrais pas te dire combien de temps. Et une fois que t'as chopé le truc, c'est assez facile si tu peux mettre un bloqueur de bloquer ceux qui arrivent et d'en laisser passer 2 ou 3 qui seront espacés d'ailleurs, espacés du temps qu'ils ont mis à popper. Ça dépend comment ils sont bloqués, parce que des fois ils vont s'empiler les uns sur les autres, Oui. et tu vas avoir des groupes où t'as l'impression d'avoir juste un lemmings, en fait t'en as 18. Voilà, oui, voilà. 18 empilés, donc tu t'en mets un bloqueur, et là tu regardes tes 17 autres lemmings, ils vont filer dans l'eau ou dans la lave en disant... Voilà. Et là, c'est vrai que quand tu les bloques un petit peu sur une petite partie, c'est très délicat une fois que tu veux dégager le bloqueur parce que t'es obligé de le faire exploser et quand il explose, il en emmène avec lui, quoi. Ah oui, d'accord, oui, j'avais posé la question parce que apparemment le bloqueur est la solution pour tout, mais j'étais en train de me dire, mais si tu le fais exploser, du coup, Ah non, il tu amène pètes tout ce qui est à côté avec ah lui. ouais, mais ah oui, donc c'est pour ça que ça vous dérange pas trop d'en perdre 2 sur la sélection d'une application, c'est qu'en fait ça tombe comme des mouches chez vous les lemmings en fait. C'est le jeu est fait pour ça en Ah fait. ouais, on est sur du gros pourcentage de morts à la fin en fait. Oh non, t'as un pourcentage de perte autorisé. tout ça. Perte autorisée, hop, pile poil. Et du coup, par rapport à ces jeux objectifs, parce que j'imagine que Tosmo, il y a pas d'autres modes que ça, à part tu m'as parlé du mode 2 joueurs sur Amiga, il y a pas il y a pas de mode un peu particulier, de mode arcade, de création de niveau. Non, création de niveau, ils ont pas fait un truc spécial. Sur le 2, en fait, tu pouvais créer tes niveaux. C'est sur le 2, D'accord, ouais, voilà. c'est sur le 2. Il y a un système de mot de passe, donc ça t'es pas obligé de te retaper tous les niveaux à chaque fois. Et tu peux commencer le jeu, vu que c'est fait quoi en 5 difficultés différentes, tu peux choisir ta difficulté 4, voilà. Ouais, Et la difficulté, c'est par rapport au pourcentage des objectifs, c'est ça? Voilà, et le temps, et le nombre de, comme l'a dit Oli, le nombre d'aptitudes que tu vas avoir, etc. Et les niveaux eux-mêmes, c'est-à-dire que la difficulté, je sais pas, alors ça commence en fun, je crois, puis après tricky ou un truc comme ça. C'est pas les mêmes niveaux. Fun, quoi. tricky, taxing, mayhem. C'est des niveaux différents chaque fois. D'accord. On a parlé pas mal du côté destruction, du nombre de lemmings justement qui sont dans le niveau. On va faire un point sur l'esthétique du jeu. Avec toi, Biscotte, artistiquement, techniquement, comment tu l'as trouvé en 91 ce jeu? Bah, j'ai trouvé plutôt pas mal à l'époque, surtout pour l'animation des lemmings qui est vraiment très léchée. Tosmo l'a dit en début de podcast que les lemmings étaient très petits, Oui. Ils font juste 8 pixels de hauteur. Et rien que dans ces 8 pixels, tu retrouves pas mal de vie en fait dans leur animation. Ils marchent en rebondissant, t'as des animations sur les cheveux, Oui, j'ai vu et ça. t'as vraiment du détail en fait. T'as beaucoup de vie dans très très peu de pixels. Ouais, je les ai vus quand ils grimpaient les parois, les cheveux ils bougent vachement bien. C'était Ouais. même encore aujourd'hui, c'est ultra fluide. J'ai trouvé ça très impressionnant. Bah encore aujourd'hui en fait ça fonctionne de fou. Même les bloqueurs, l'animation des bloqueurs est fantastique. Et après pour les décors, donc tout a été réalisé sous Deluxe Paint. Bah, comme je disais en fait, on retrouve des éléments de décors d'autres jeux. Donc c'est très coloré. On n'a pas de décor de fond, donc les lemmings se détachent toujours bien en fait. Ça reste très 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 lisible et ça reste
coloré. Il y a différents univers, donc tu vas avoir la grotte, l'espèce d'enfer, une forêt, ce genre d'ambiance. Ouais. Et après, donc ouais, au niveau visuel, en fait, c'est très 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 lisible. Il y a cet effet de justement quand ils explosent, qui est assez rigolo parce que ça fait enfin ils explosent sous forme de pixels. Donc ça fait un petit nuage de pixels qui explose. Donc quand on utilise le nuke, So many particles. ça explose de partout jusqu'à faire ramer le jeu, mais t'as ce petit wow effect pour l'époque, parce que tu vois des petits pixels qui dansent dans tous les sens. De l'aveu des développeurs, ils étaient fans du jeu Astéroïde, quand on avait les vaisseaux qui explosaient, et tu retrouves cet effet-là quand les Lemmings explosent. Donc ouais, en fait, visuellement, ça fonctionne, ça fait le taf. C'est pas une révolution, mais ça fonctionne bien en fait. On retrouve ce côté vivant des Lemmings, des décors assez fixes, même s'il y a des petits effets de vagues ou de lave. Mais même la destruction, parce que moi je sais que quand j'étais gamin, que je pouvais détruire des décors dans Worms, tu vois, même si c'était un décor en 2D, je trouvais ça très impressionnant, tu vois, de pouvoir me déplacer dans un truc que j'avais détruit, tu vois. Bah c'est le même quand effet. j'étais gamin. Et ouais, je me mets à votre place à l'époque d'avoir autant de petits sprites qui bougent de manière plutôt bien en plus avec une bonne animation et qui arrivent à passer dans un trou que tu as toi-même créé. C'est pas rien, mine de rien. Il y a un petit côté wow effect, tu vois, même si c'est de la 2D assez minimaliste. Donc ouais, c'est plus impressionnant. Oli sur Mega Drive, ça tournait bien. J'ai pas trop de souvenirs, je dois t'avouer, mais oui, non, ça tournait à peu près la même version que sur Amiga. Il y avait la musique qui était un peu différente, mais ça tournait bien. Moi, j'ai plus de souvenirs de la version Amiga quand même parce que j'y avais beaucoup joué. T'en as pensé quoi? Et ben, j'en avais pensé que du bien, mais c'est vrai que le fait de pouvoir comme ça détruire l'environnement, de creuser à travers et tout ça, ça nous avait assez bluffé à l'époque parce qu'on se demandait justement comment ils avaient fait, parce que nous on était habitués à tout ce qui était le tile map et tout ça, et là on est en train de bouffer le décor au pixel près. C'était assez, ça nous avait bluffé, qu'on avait beaucoup aimé ce côté-là. Et puis graphiquement, bah c'était la patte un peu Psygnosis justement, où il y avait des assets qui étaient réutilisés dans d'autres jeux, mais il y avait aussi on reconnaissait le style de la boîte des DMA Design, quoi. Ouais. C'était assez beau. Moi, j'avais trouvé très très beau. C'est impressionné. Toi, Tosmo, ça t'avait marqué visuellement, techniquement? T'avais pris une claque pour toi à l'époque? J'avais beaucoup aimé. Je vais revenir sur les animations. Elles sont juste excellentes, quoi. C'est vraiment génial. T'as, comme disent les copains, t'as vraiment l'impression que les petites bestioles vivent vraiment devant toi. Par contre, moi, je veux soulever un autre point on en a parlé, mais qui est très 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 important pour moi dans le jeu, c'est le son et la musique. Alors c'est la musique, Oli en parlera un peu plus en détail, mais le son contribue vraiment à faire de ce jeu ce qu'il est, parce que il y a toujours une petite expression, par exemple quand le gars va exploser, il te dit oh no. Ah mais il le dit vraiment en fait, il y a vraiment une voix de... Ouais, il le dit vraiment. Au niveau du niveau, tu as let's go, etc. Qui est prononcé. Un truc très important, d'ailleurs, j'en ai pas parlé dans le gameplay, mais pour les attributs, par exemple, quand tu construis des escaliers, en fait, les 3 dernières marches font du bruit. Et quand t'entends le tic, 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 qu'il est en train de poser les marches, tu sais qu'il va falloir aller voir. Parce qu'il est en train de finir sa construction. Comme les dernières balles d'un chargeur. Ouais, c'est ça. Et il y a beaucoup de choses, des petits bruits, etc., qui contribuent à faire de jeu ce qu'il est, quoi. Et puis ouais, c'est que un peu comme du coup, comme il n'y a pas de décor de fond, ce que tu dis sur le son, c'est exactement le même truc que pour Biscotte et les décors sobres, c'est que tout est fait pour être lisible dans ce que tu dois faire en fait, dans ta progression du tableau. Il faut que tu puisses être au courant de ce qui se passe et du retour que tu as sur les objectifs que tu donnes. D'accord. Donc du coup, toi, visuellement, en 91, tu jouais à mieux ou ça avait impressionné des potes à toi? Comment ça se passait par rapport à ça? Non, c'est pas un jeu qui crée comme on dit maintenant, un wow effect. C'est vrai que les animations sont super sympas, etc. Tu sens, comme le dit Oli, qu'il a la patte Psygnosis derrière, mais on était habitué à voir des jeux Psygnosis beaucoup plus beaux, beaucoup plus techniques et forts sur Amiga, par exemple. Bien sûr, mais pour un jeu de puzzle, il y avait quand même une richesse graphique et sonore qui était tout à fait. pas, enfin, à laquelle on s'attendait pas du tout. Pour le genre, c'était super novateur. Après, comparé à d'autres jeux conventionnels, effectivement, bon, il y avait plus joli, surtout de la part du même éditeur.
au top de la forme à l'époque. Okay. Donc un jeu lisible, assez impressionnant sur ses animations et sur le nombre de personnages qui propose. Il y a de la destruction, mais c'est pas non plus la bête de concours. C'est un jeu plutôt intelligent dans ce qu'il avait à montrer, à proposer. Avant de passer à la revue de presse, on va se faire une petite pause musicale. Tosmo nous a teasé sur le son. On va vraiment rentrer dans le son de ce jeu avec toi, Oli. Eh ben, comme l'a dit Tosmo tout à l'heure, justement le son, enfin les bruitages eux-mêmes sont très très bien faits. Il y a vraiment une identité sonore à ce niveau-là. Et tout aussi étonnant pour un jeu de puzzle, eh ben il est pas chiche aussi niveau musique. Alors après les musiques on les aime ou on les aime pas, mais il y a quand même au moins 21 pistes. Ah ouais. En tout cas dans la version Amiga, de morceaux différents. Alors au départ c'est un gars qui s'appelle Brian Johnston qui s'occupe de la musique. C'est aussi lui qui a fait les bruitages. Il fait quoi? Il fait 2 compositions. Enfin il y en a 2 qui ont été retenues et après il fait des reprises de morceaux soit classiques, soit de comptines traditionnelles anglo-saxonnes. Donc il y a le galop infernal, ce qu'on appelle le cancan. Il y a Rondo à la turque, la danse du cygne, le petit chien dans la vitrine. Enfin des trucs comme ça. Ouais. Et au cours du développement, Psygnosis s'aperçoit qu'il a fait des morceaux qui reprenait en fait des samples de musique commerciale pour certaines de ses pistes. Alors c'était très courant à l'époque, mais là on commence à rentrer dans une période où les boîtes deviennent un peu plus conscientes des problèmes de copyright. Donc ça passe pas. Et puis alors je crois que c'était Tim Wright qui s'occupait des drivers pour la musique, et puis il lui demande de faire des morceaux. Donc Tim Wright c'est Cold Storage, celui qui avait fait les musiques pour Wipeout aussi. Donc il met la main à la pâte et il fait 5 morceaux supplémentaires, dont un c'était Pugs in Space, qui était un morceau qu'il avait déjà composé pour une démo, donc il faisait un peu de ce monde-là. Et puis il y a 4 autres morceaux après qui viennent carrément d'autres jeux Psygnosis, donc Shadow of the Beast 1 et 2, Menace et puis Awesome. Ouais. Et l'intro qui est faite par Gary Timmons. Alors je sais plus de quoi il s'occupait, mais il avait fait aussi la musique d'intro apparemment. Okay. Donc on a quand même pas mal de variétés, pas mal de compositeurs différents, pas mal d'influences différentes. Et la musique, c'est des musiques qui restent, quoi. Donc quand t'as fait un niveau et puis que surtout les comptines traditionnelles, quand t'as fait un niveau et puis que t'as eu la musique dans la tête pendant 10 minutes, t'as tendance à la chantonner toute la journée, quoi. C'est soit génial, soit assez agaçant au bout d'un moment. Moi j'étais fan. Le morceau que j'ai retenu, c'est justement Pugs in Space, parce que c'était un morceau qui venait de la démo scène, qui s'appelle ici Land a Helping Hand, mais que Tim Wright, quand je lui avais demandé, il m'a dit non c'est Pugs in Space. Je vois pas pourquoi ils l'ont renommé. Apparemment il y a eu quand j'ai demandé à Tim. Ouais oui. Je lui ai dit, tu veux voir du fromage? Au fait, par rapport je l'avais contacté pour lui demander s'il avait des anecdotes à me donner là-dessus. Il devait avoir des accros et il m'a dit non, rien que je puisse te dire. Donc que je puisse te dire, waouh. Ouais. D'accord. Donc merci Tim. Donc voilà, donc je vous propose d'écouter Pugs in Space de Tim Wright. D'accord, on s'écoute ça et on se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de Tosmo. À tout de suite.
Alors, Tosmo, nous on a dit ce qu'on a pensé de ce jeu, mais finalement qu'en a pensé la presse à l'époque. Tu nous avais parlé justement qu'il y avait eu un petit phénomène, donc visiblement, c'est que les magazines en parlaient à grand renfort de superlatifs, j'imagine. Oui, effectivement, la presse a été dithyrambique sur ce jeu. Il y a aucun souci là-dessus. Moi, j'ai retenu 3 tests. Ouais. Celui de Génération 4, celui de Joystick et celui de Tilt. Ok. Alors, le test de Génération 4 est sur 3 pages. C'est un test de Stéphane Lavoisard. Donc, pour lui, déjà, il commence parce que c'est le nouveau produit de Psygnosis qui va marquer l'histoire du jeu vidéo. Il nous dit déjà que ça sera le jeu de l'année 91 en début de test. Donc bon, après, je vous passe les détails. Il nous explique ce que c'est un Lemmings. Il nous fait la notice du jeu. Bon, comme d'habitude au départ des tests. Ouais. Puis après, donc, il nous dit que la difficulté et le gameplay sont très progressifs et imaginatifs. C'est un jeu addictif on s'arrête plus parce qu'on a envie de passer le niveau et on pense savoir comment le passer à chaque fois. Donc la progression est super bien dosée. On revient justement il revient sur les graphismes. Lui, il dit que ça n'a pas la patte de Psygnosis, mais du coup, il lui met une note de 61% en graphisme. Okay. Par contre, au niveau des animations, là, il est complètement d'accord avec nous. Il le compare même à un Prince of Persia miniature. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Je vois donc, ce qu'il veut pas dire. de ralentissement avec 100 lemmings à l'écran, ce qui était un truc de fou à l'époque. Bon, faut dire qu'ils sont quand même petits. Hein. Ouais, mais quand même. Mais quand même. Donc 80% en anime pour lui au niveau note. Pour lui, la ZIC, c'est la pire qu'il ait pu entendre dans les jeux vidéo au niveau technique. Hein. Au niveau technique, mais justement, ça s'intègre super bien dans le jeu. C'est très très loufoque et ringard à souhait et les sons sont géniaux, donc il donne 92% à l'ensemble. Ensuite, il continue avec une réalisation de qualité, mais surtout la jouabilité qui est parfaite, donc il lui donne 100%. Ouf. Et il finit en disant que Lemmings va marquer le jeu vidéo en tant que nouveau genre, le jeu le plus drôle et le plus prenant, le plus jouable dispo sur Amiga et ST, et il lui met la note maximale, un gène d'or à 100%. Mais non, il a eu un 100%. Voilà, il a eu un 100% chez Génération 4. Wow, je sais même pas si on a déjà eu un 100% Gen 4 sur la case. Je me souviens plus. Je suis pas sûr du tout. Oh, ah ouais, d'accord, ouais, donc jeu de l'univers quoi. C'est 100%, c'est une note d'intérêt ou globale. Comment il justifie ça avec 60 et quelques pourcents en graphisme? En fait, si tu veux, c'est l'intérêt quoi. Pour moi, c'est l'intérêt. Il note l'intérêt. Oui, après, tu vois, il note les graphismes parce que tous les magazines avaient des notes de graphisme, de musique, etc. Et donc même sur MicroKids, je connais quelqu'un, peut-être chez la case, qui donnait des notes sur MicroKids. Enfin, j'irai pas plus loin. Vous demanderez à Dopa sur Twitter. C'était l'école des fans, tu vois, un petit peu des fois. Voilà quoi. Bah là, on passe sur le joystick numéro 13 de février 91 toujours. Ouais. Donc déjà le jeu à Megastar en direct. C'est un test de 4 pages. J'ai pas trouvé l'auteur. J'ai peut-être pas mal lu ou je ne sais pas quoi. Donc comme d'hab, on les explique les lemmings, la doc du jeu, etc. Machin. Lui après il nous dit que c'est plus qu'un jeu de réflexion, c'est un jeu d'anticipation avec un timing pour chaque niveau. Et pour lui, les sprites sont minuscules mais magnifiquement animés comme d'hab, comme tout le monde le dit. Hein. Ouais. Et grâce à ça, on reconnaît bien les comportements spécifiques de chaque lemmings qui a été donc doté d'une capacité. Graphiquement, c'est d'une précision admirable et des niveaux superbes. Bon, sympa les niveaux, mais bon, de là à dire superbe, bon, ok. Bon, par contre, effectivement, un espace de jeu extrêmement important. C'est vrai que sur les niveaux à 5 écrans, c'est assez balèze. Ouais. Donc lui, il lui donne 17 en note graphique et 18 en note d'animation. Pour lui, les thèmes musicaux et les bruitages sont très bien réalisés. Ils collent parfaitement au jeu. Donc, une note de 16 pour le son. Oui, bah lui, ouais, lui, il a aimé. Et donc, il nous dit, Lemmings est un jeu passionnant dont l'humour séduira les plus endurcis et la réflexion les plus blasés. C'est la sortie du mois. Donc, la note de réflexion 16 sur 20 et
il nous dit, si vous ne devez acheter qu'un jeu ce mois-ci, c'est Lemmings, avec une note de 97%. Encore une excellente note, hein. Ouais, franchement, je m'attendais, à un truc. Moi, Ouais. je m'attendais à ce que les bonnes notes soient entre 90 et 95. Mais là, on côtoie le 100% à chaque fois. Ah D'accord. ouais, on est très haut dans les notes. Hein. Ah ouais, on est très haut. Donc là, le tilt numéro 89 d'avril 91, Ok. que ils ont eu le jeu un peu plus tard. Vous avez la flemme? Oh, je sais pas si vous avez la flemme ou si les éditeurs ils commençaient à voir que tilt, bon, ok. Hein. On va quand même leur donner, mais bon. Non, je suis méchant, je Oh, c'est déconne. méchant. Je déconne. On les salue, hein, les. Ouais, on les Ouais, salue. ouais. On les salue. Donc c'est un test en 2 pages de Danny Bullock. Oui. Et ça commence par fabuleux, exceptionnel, super, hyper extra. Alors même moi qui suis vieux, ça c'est une expression des années 70, gars. Hein. Pardon. Bon, comme d'hab, hein, bla 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 bla, les Lemmings, bla bla bla, ils se jettent La et tout. description de base, quoi. Voilà, le truc de base. Les auteurs de Lemmings ont fait preuve d'une imagination et d'un professionnalisme exemplaire. Chaque niveau a été soigneusement mis au point. Certains niveaux requièrent parfois 1 heure pour lui, hein, Ouf. ou 2 de réflexion. 1 heure ou 2, hein. Ah oui, lui, il réfléchit. Hein. Lemmings est le meilleur jeu de réflexion qu'on a vu depuis Lord Runner. Putain, ça date en plus. Hein. Entièrement agréable et techniquement bien réalisé, Lemmings est le logiciel à acheter. Ah, C'est marrant, j'avais jamais fait le parallèle avec Lord Runner, mais c'est vrai qu'il y a ce petit côté là dans le minimalisme des personnages et puis des niveaux, quoi. Ouais, Le truc c'est minimaliste vrai. acheté, il donne pas de note. Non, il chez donne Tilt. des étoiles et une note d'intérêt à la fin. D'accord. Alors, il a 2 regrets. Donc, certains niveaux dont la solution est évidente au premier coup d'œil nécessitent une réalisation fastidieuse. Mhm. Et c'est vrai, ça, c'est des fois, c'est facile, mais t'en as pour un petit moment à faire, quoi. Et Mhm. le deuxième, c'est qu'il faut 2 souris pour jouer à 2 joueurs. Mais pensons aux joueurs Mega Drive Voilà. qui devaient faire ça avec la croix du pad Mega Drive, ça devait être insoutenable. Alors, ça prend Faut longtemps choisir. et puis Ah ouais, non, mais c'est un truc de ça fou. fait là. perdre des filles. Les versions console, tu pouvais changer en fait. T'étais pas obligé d'aller directement dans l'interface pour sélectionner en fait la compétence. Tu pouvais en fait passer en fait. Oui, mais faut quand même les choisir. Ah oui, bah oui, faut quand même forcément. choisir ouais, le ouais, Lemming, ouais, tu vois. c'est sûr. Et donc, il nous dit que c'est un logiciel prenant et passionnant, dont la durée de vie n'est pas très longue, mais Le mec il dit Le 1 mec à dit- 2 heures de réflexion. de Il y a 120 réflexion, mais c'est niveaux. pas, Oh, pas très mais long. c'est pas, c'est pas très long. Pas très long. Donc, il nous dit, bon, je sais pas s'il a vraiment testé le jeu finalement, en y repensant, quoi. Donc, la durée de vie n'est pas très longue, mais il nous donnera suffisamment de fil à retordre en attendant la sortie du datadisc. Alors, pour les plus jeunes, le datadisc, c'est le DLC de l'époque. Ah ouais, il y avait un data disc. Ah, il y en a eu plusieurs. Hein. Ah ouais. Ah oui, il y a eu No 120 More c'est Lemmings. pas assez apparemment. Mais c'était pas vraiment des datadiscs, en plus c'était des standalone. Des démos spéciales. Il y avait celui Noël et tout ça. T'as eu 2 Christmas, tu as eu le Oh No More Lemmings, un truc comme ça, il y en a eu plusieurs. quoi. D'accord. Donc Cool. alors lui, il lui donne un intérêt de 19, et après c'est des notes en étoiles. D'accord. Les graphiques 4 étoiles, l'anime 4 étoiles, les bruitages 5 étoiles, mais bizarrement, dans le test, il parle pas de bruitage ni de musique, mais il donne 5 étoiles, bon, ok. Par contre, il y a un deuxième avis par son collègue Acidric Bristou, qui lui, justement, dit que son collègue passe totalement sous silence le son qui est magnifique et participe au stress du jeu. Au stress carrément. Ah oui. Donc voilà, et que la plupart des indications sont données par les bruitages. Il n'a aucune critique à faire. Pour lui, c'est le meilleur jeu du genre depuis Tetris. Ah Et oui. voilà quoi. Donc on est sur un intérêt, comme je l'avais dit, de 19. D'accord. Passe la note masse. Ouais, presque la noce max. Tosmo, quand Biscotte nous a lu la jaquette, tu nous as dit qu'il avait grillé un de tes arguments market et que t'en avais un deuxième. C'est quoi le deuxième argument market? Donc mon autre argument market, c'est parce que celui de Biscotte, en fait, c'était sur la jaquette et c'était en anglais. Celui-là, c'est sur la pub française. Alors moi, j'aurais été, les gars, je me serais arrêté à la première phrase. Ça aurait donné un petit peu un petit mystère, mais non, on est français, faut en rajouter. Donc voilà. Alors donc c'est un jeu écologique international.
moi je me serais arrêté là, ça serait marrant. Un jeu écologique international, et il précise, le Lemmings est en voie de disparition, sauvez ce petit rongeur d'origine scandinave. Et c'est ça l'argu? C'est ça l'argu. Mais c'est hyper sérieux, c'est chelou. Ouais, c'est le seul argu que j'ai trouvé sur les pubs françaises. Mais attends, non, mais je peux pas croire, faut que je vois cette pub, parce que, en gros, là, c'est un troll, je veux dire, c'est une fausse truc de prévention Greenpeace. Oui, c'est ça, ouais, mais Ah oui, d'accord. Non, mais en fait, non, il y a rien qui t'indique. Tu as juste la jaquette du jeu, en fait, dans l'encart publicité, avec à côté sur la jaquette du jeu marqué ça. Ah, je croyais qu'il y a... Photo de Nicolas Hulot. Mais oui, tu vois, je me serais un truc un peu humoristique, tu vois, un peu second degré. Mais tu vois, ils auraient pu faire un truc comme ça, mais non, ils ont gardé la jaquette du jeu, et puis ils ont marqué ça en bas à gauche. Oh, je veux voir ça. Lemmings, un jeu. Voilà, Lemmings, un jeu écologique international. Putain, Europe Assistance. Ok. C'est tout pour la revue de presse. C'est tout pour la revue de presse. Merci Tosmo. On va passer aux anecdotes maintenant avec Oli qui a discuté avec Tim, hein, bien sûr, on le sait maintenant, histoire de voir si on a oublié quelques petites choses sur ce jeu, Oli. Tim a rien voulu me dire, donc je me suis penché sur l'info qu'on trouve sur internet. Alors il y a pas mal de sources pour pas mal d'anecdotes assez intéressantes, et toutes les sources que j'ai trouvées me renvoient vers la même source, qui est en fait un article de Mike Daly, qui était un des programmeurs qui avait bossé dessus. Donc il y avait une anecdote peut-être la plus connue, j'imagine, sur l'origine des Lemmings, comment les Lemmings ont été créés. Et en fait, c'était DM Design qui bossait sur un autre jeu Amiga qui s'appelait Walker, qui était un jeu où tu dirigeais un espèce de robot bipède comme les Walkers de Star Wars, là, les AT-ST, dans un monde post-apo, et puis qui doit éliminer des hordes de humains. C'était un très bon jeu d'ailleurs, moi je le conseille. J'ai adoré. Ouais, c'était super fun. Et pour bien respecter l'échelle, j'ai info, ils essaient de trouver la taille optimale pour les humains, pour donner cette impression d'échelle entre le robot et les humains. Ouais. Donc le consensus, c'est que 16 pixels par 16 sera à peu près la taille idéale. Et puis il y a Mike Daly, lui, qui dit ce serait bien, à mon avis, en 8 par 8 on pourrait le faire. Tout le monde lui dit même pas cap. Donc lui il se lance, et puis il crée une animation sous Deluxe Paint, justement, avec la première version des Lemmings. Donc à l'époque ils ont les cheveux bleus et puis une chemise rouge orange. Et ils ont même un pantalon marron. Et donc, il fait ça avec, c'est un espèce de gif Photoshop avec des Lemmings qui se font écraser, qui se font envoyer. Enfin, c'est la naissance du Lemmings. C'est Gary Timmons qui peaufine l'animation et qui leur donne un peu leur forme finale, en tout cas pour les Lemmings qui marchent. Et ils regardent ça, ils en rigolent, et puis au bout d'un moment, ils se disent, mais attends, il y a peut-être un jeu là-dedans. Ouais. Et donc, ils utilisent ces sprites-là pour une démo qu'ils envoient à Psygnosis. Et puis, c'est aussi l'excuse d'essayer de trouver on en avait parlé tout à l'heure, de trouver une solution à un problème physique, justement, comment faire suivre des sprites exactement au sol. Ils voulaient faire ça pour un autre jeu, ça n'a pas été gardé, mais ça a été gardé pour les Lemmings. Donc c'est un peu la naissance du personnage du Lemmings, c'était ça, c'était un petit pari, et puis c'est assez amusant. La couleur, elle a été choisie, justement parce que c'était compatible avec le mode EGA des PC à l'époque, DOS, et c'était la couleur la plus lisible sur toutes les plateformes. L'explosion, Biscotte en a parlé, c'était un clin d'œil, alors pas à Astéroïde, qui était un jeu vecteur, mais à Defender. Oui, tout à fait. Où le vaisseau explose comme ça, de pixels colorés. Ils étaient fans de ce jeu-là. Et puis, c'est toute l'équipe, on en s'est parlé, qui se charge des designs des niveaux. Ils ont fait leur propre outil, qui était un peu une version de Deluxe Paint. Et puis, chaque personne a créé un ou plusieurs niveaux. Donc, ce qui est marrant, c'est de voir, vu que chaque membre de l'équipe avait un style différent, une approche différente des niveaux, on arrive au bout d'un moment à reconnaître qui a fait quoi. Donc c'est soit par leurs éléments décoratifs, soit par le type de piège, ou par la façon dont c'est plus ou moins minimaliste ou pas. Enfin, c'est assez marrant. Ouais. Certains noms des niveaux ont souvent des références à d'autres éléments de la pop culture. Donc il y a des références à Batman. Alors moi qui me sont passés par-dessus la tête, mais apparemment il y en a. Il y a des références à un show qui s'appelait Blackadder, qui était un show anglo-saxon. Et puis on a aussi parlé pour les bruitages de Let's Go, le Ono, tous ces petits bruitages que font les Lemmings. C'est la maman de Scott et Brian Johnston qui a prêté sa voix pour les Lemmings, immortalisé dans un jeu vidéo. Ma mère est un Lemmings. Et alors un truc que j'ignorais moi, c'est qu'il y avait une version arcade qui était en cours, qui allait être publiée par Data East, et puis qui a été annulée, et apparemment, alors les ROMs sont toujours disponibles sur MAME, mais Mike Daly, lui, posséderait le seul prototype de la PCB qui existe. Ça c'est la grosse anecdote du truc.
putain. Ouais, ça m'a Ça collé va être les cool. poils. Parce que c'est vrai que ça peut carrément s'adapter à un jeu de scoring en arcade. Tout à fait. Alors il y a des démos qui tournent sur YouTube, on peut les voir, mais on peut choper aussi les ROM pour faire tourner ça sur même, et ça se jouait donc soit au joystick, soit au trackball. Au trackball, ça aurait été un peu marrant quoi, essayer de contrôler. Donc je l'ai pas essayé avant de jouer, mais c'est un truc que j'aimerais bien essayer très bientôt. Et puis pour les anecdotes de ce style, c'est à peu près tout. J'ai trouvé des speedruns aussi sur Lemmings. Alors speed, tout est relatif, et ils sont divisés donc soit par un speedrun complet de tous les niveaux, soit ils divisent ça par les sections, donc fun, tricky, taxing, mayhem, et puis par plateforme. Alors j'en ai noté juste quelques-uns, mais un speedrun complet, il en existe, que j'en ai trouvé que 2, moi, un sur DOS et un sur NES. Donc sur DOS, il faut quand même 6 heures, 14 minutes et 14 secondes. Oh la vache! Pour s'enquiller sur DOS. Et alors ça se fait, c'est pas des runs très optimisés, par contre. Et puis sur NES, qui est étrangement beaucoup plus rapide, c'est la version la plus rapide des Lemmings, ils vont d'ailleurs très vite. Il le fait en 3 heures, 8 minutes 30 secondes. 3 heures pour un speedrun, c'est très très long. Ouais, c'est, oh la vache! Faut quand même s'accrocher. Alors si on se concentre simplement sur les sections de difficulté, donc j'ai pris moi juste le fun, donc c'est les premiers, je sais pas combien de niveaux, 30 niveaux peut-être, je sais plus. Enfin, donc sur Amiga, il faudra 39 minutes quand même, 39 minutes 45 secondes. Sur DOS, ça se fait en 37 minutes 21 secondes. Alors là, c'est intéressant parce qu'il faut rentrer le minimum de Lemmings dans la porte, et soit ils exitent le niveau avant que les autres Lemmings puissent rentrer dans le portail, soit ils les font mourir 5 secondes à l'avance, tu sais, pour que justement il y ait pile poil le nombre de Lemmings qui faille pour finir le niveau. Sur NES, par contre, vu que c'est plus rapide, on est quasiment 2 fois plus rapide. Ça se fait toute la section fun, 16 minutes et 16 secondes. Ah ouais, vachement plus rapide, la NES. Hein. Ouais, je vous invite à aller voir justement la version NES sur YouTube. Ça doit être chaud parce que les Lemmings vont vraiment très vite. Et c'est là que tu vois avec ces speedruns, c'est que ça a peut-être manqué d'un petit bouton accélérer le temps sur DOS, hein, parce que la vache, quand tu connais le jeu par cœur, si t'es bloqué à la vitesse des Lemmings, ça va être très très long. Ouais, je crois que tu pouvais faire ça sur le 2. Je dis peut-être des bêtises. Il me semble que tu pouvais faire ça sur le Lemmings 2. Je me souviens plus. C'est tout pour les anecdotes, Oli ? C'est tout pour les anecdotes. Moi, j'en ai une peut-être un peu en rapport avec les Lemmings. Oui. Bon, c'est une anecdote d'une pub Apple qui est très connue outre-Atlantique. Pour l'avoir, suffit de taper publicité Lemmings, c'est ce qui sort tout de suite. C'est très très marrant parce qu'en fait c'est pas en rapport avec le jeu, mais c'est en rapport avec les Lemmings et la légende urbaine, comme tu l'as si bien dit, enfin des Lemmings. La petite histoire commence par dans une boîte de pub qui doit faire justement une pub, qui doit proposer des pubs pour General Electric à l'époque. Et dans ces propositions, il y a une pub qui s'appelle Lemmings, qui est refusée par General Electric. En 1984, Apple a fait une pub pour le Super Bowl. Alors je rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Super Bowl, c'est le truc énorme du foot américain, la finale énorme du foot américain. Tous les Américains sont devant. Les annonceurs font des pubs qui payent des millions juste pour cette soirée-là. Et donc en 84, Ridley Scott a la réalisation pour la pub de Macintosh. Voilà, de Macintosh qui annonce très connu, 1984. Ne sera pas comme 1984 qui annonce le Macintosh. Et c'est un succès phénoménal. La pub est super bien reçue, etc., machin. Et donc, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, bon, bah, tiens, pour le prochain Super Bowl 85, Super Bowl 19, on va faire la même chose, hein. On va sortir une pub et on va tout déchirer. Surtout qu'on a un produit à vendre. On va annoncer le Macintosh Office, qui était un ensemble composé d'un réseau local, d'une imprimante et d'un serveur. Donc, ils vont voir la pub qui avait fait, l'agence de pub qui avait fait la pub de 84 et c'est la même qui avait bossé pour General Electric et qui donc avait proposé Lemmings. Et durant le brainstorming, il y a un petit génie qui a l'idée d'aller voir du côté des cartons des pubs refusés de General Electric pour proposer pour Apple, voilà, c'est ça. Voilà, pour proposer pour Apple. Et donc le gars il sort Lemmings, il propose ça.
tout le monde a l'air super content, que ça soit les gars de la boîte de pub, même Steve Jobs, etc. Il est à fond là-dessus parce que le spot est censé raconter l'histoire de l'économie américaine bloquée dans ses habitudes. D'accord. Donc, c'était tous contents, machin, etc. Donc, Ridley Scott encore en manette. Et là, il réalise la pub, il la diffuse, et c'est le plus gros four monumental au niveau publicité d'Apple. Parce que on voit une file de ce qui est supposé être des cadres et des hommes d'affaires américains, et donc ils sont tous en file sur une falaise, les yeux bandés, la main sur l'épaule, et ils montent la falaise, et ils tombent tous de la falaise, les uns après les autres. Et jusqu'à ce qu'une voix off dise au dernier, attention, on va sortir le Macintosh Office, etc., machin. Et donc ce dernier s'arrête, enlève son bandeau, et puis regarde un petit peu, et ses camarades s'y sont écrasés. Regarde derrière, il y a une autre file qui arrive pour faire pareil, se jeter dans le vide, et la voix off qui reprend, où vous pouvez continuer à faire vos affaires comme d'habitude. Et donc, les gens se rejettent du bordel. Et ça a été très mal reçu par le public physique. Ils ont détruit le produit. Hein. Bah ouais. Parce que les mecs, en fait, ils se sont sentis visés comme quoi ils étaient des bénis oui à avancer tout droit. Et ils ont pris un four monumental tellement que depuis, Apple ne fait plus directement de la pub au Super Bowl. Ah ouais, parce que oui, 84, il y a le côté on va vous libérer, et là il y a un côté vous êtes vraiment trop cons. Ouais, voilà. L'espace d'un moment, quand t'as commencé l'anecdote, tu t'es parlé de Ridley Scott, je m'étais dit c'est pas vrai, il a fait une pub Lemmings en mode alien, tu sais. Donc voilà, c'était pour... Très drôle. voilà. Je la mettrai dans le billet, parce que moi j'aime beaucoup les pubs Apple, j'ai jamais vu celle-là, elle me dit absolument pas. Tiens, est-ce que je peux placer une petite anecdote Oui. qui a un rapport assez lointain à Lemmings, mais que je trouve super intéressante. Ouais. Donc on l'évoquait au début du podcast sur la légende urbaine comme quoi les Lemmings étaient suicidaires. Mhm. Et donc c'était quelque chose qui était dit de façon comme on a des a priori sur les animaux. Ouais. Et en 58, Disney a sorti un documentaire animalier qui s'appelle Le désert de l'Arctique. Ouais. Où on voit des groupes de lemmings se plonger en fait, arriver au bord d'une falaise et plonger en fait dans ce qui est censé être l'Arctique et se suicider parce que il y avait pas d'autre chemin. Et donc ça a soutenu un petit peu la thèse que les lemmings étaient complètement abrutis et suicidaires. Sauf qu'en 1982, ils ont fait un espèce de reportage sur ce tournage-là et ils se sont aperçus que déjà en fait les lemmings c'était pas cette espèce-là qui migrait, mais c'était une autre espèce, qu'ils étaient pas du tout en Arctique, qu'ils étaient en fait dans une rivière à Calgary, du côté de Calgary, et que en fait c'était des techniciens qui poussaient les lemmings avec une plateforme. Oh là là. Oh non, mais les mecs... La magie Disney. Et donc voilà en fait, et depuis il y a cette légende sur les lemmings complètement folle. Mais quelle horreur. J'imagine. Vas-y, pousse. C'est fou. T'as le c'est bon plan, ouais. incroyable. Vas-y, pousse cette merde là. Vas-y. Voilà. Ah, qui sont cons. Attends, il en reste 2-3. Il reste des bébés. Vas-y, pousse avec le pied. C'est comme Oli quand il joue à Lemmings. Comment il meurt? Ah, c'est bien ça. Oh là là, c'est les mecs, ils se faisaient le jeu en vrai, quoi. Mais voilà. On va parler pognon maintenant avec toi, Biscotte. Tu vas pouvoir nous dire combien ça coûte si on a envie de se refaire le jeu aujourd'hui. Alors, on va partir déjà sur la big box de la version Amiga. Ouais. Alors bon, je sais que Oli, Tosmo ont déjà beaucoup joué sur la version Amiga et qui doivent l'avoir en version boîte, donc ils doivent connaître le prix. Oui. Donc tiens, Enfa, qu'est-ce que tu mettrais combien à peu près pour avoir la version boîte Je sais pas combien ça coûte, la Mia. Boîte, les mix, je dirais 20 balles. Alors écoute, t'es pas loin en moyenne, parce que j'ai été étonné de voir en fait des variations de prix assez astronomiques entre 85 € et 17 €. Ah ouais. Donc la plupart c'est 20 à 30 € et 10 € en loose, mais il y a quand même pas mal de variations de prix. Bon, alors pour la version Atari ST, on est un petit peu en dessous, on est entre 10 et 15 €. Pour la version PC, on va être entre les deux, entre 15 et 20 €. Alors la version Christmas, on en a parlé en fait,
qui était une version donc spéciale Noël, datée de 94. Alors là, la version PC va coûter un peu plus, elle doit être assez rare cette version, on doit être autour de 100 et 200 euros quand même. Quoi? Pour une disquette? Pour une big box, hein, pour la version... Ouais, mais avec une disquette. Oui, bien sûr. En même temps, la disquette... Oui, mais putain, la disquette, ça démonétise. Ah oui, clairement. Ah oui, c'est vrai qu'avec le temps, oui. Et j'ai appris que, en fait, l'Amiga 600 avait été vendue en bundle avec Lemmings et Deluxe Pen 3, trouvable encore aux alentours de 400 euros. Ah la vache! Je suis choqué de ces prix que j'entends là. Ouais, moi aussi. Ah, mais le bundle avec l'Amiga, avec la disquette, avec tout complet. Oui. Complet. Et puis 4 autres jeux en fait offerts avec. Donc c'est quand même un beau pack. Oui, c'est ça. Oui, le pack complet, c'était un beau pack à l'époque, mais je te mets pas 400 balles aujourd'hui là-dessus. Hein. Ah oui, non, c'est sûr. La cote Amiga a énormément monté en plus ces dernières années. Là. Ah ouais. Oui. Dernièrement, là, ça... pour avoir ne serait-ce qu'un malheureux 500, t'es pas loin des 100 balles déjà. Facile. Bientôt un Amiga Mini. Peut-être. Et t'as un prix de l'escroc, Biscotte? Eh ben oui, heureusement, parce que en fait j'ai regardé régulièrement et j'en avais pas trouvé, donc j'étais très triste parce que j'aime bien les prix d'escrocs. Et bizarrement, j'ai regardé une dernière fois aujourd'hui en me disant bon bah je regarde une dernière fois et puis tant pis, il y en aura pas. Les gens sont devenus honnêtes. Et alors je sais pas si c'est le fait d'avoir que tu aies mis en fait la vignette qu'on allait parler des Lemmings hier, mais aujourd'hui il y a une magnifique annonce qui a été postée. Alors attention, c'est pas n'importe quelle version, hein, c'est une version Super Nintendo rigide, donc encore sous blister. Ouais. Et donc c'est un Français qui le vend, donc c'est pour ça que je fais ce rapport en fait avec la case. Punky, on t'a vu. Ça doit être ça. Donc je pense que c'est le plastique, le blister d'origine vu comment il est jaune. Hein, personnellement j'y toucherai pas parce que je pense qu'il casserait en fait dès que tu le touches. Et donc il nous le propose à 1490 €. Ah putain. Avec des frais de livraison de 15 € parce que faut pas déconner non plus. Je suis choqué. Je fais certainement pas ça. Surtout pour pas y jouer. Oui, c'est ça. Non, mais puis les Lemmings à la manette, ça doit être quelque chose. Quand même. Bah, j'ai essayé la version Game Boy juste pour me marrer parce que c'est une version que j'avais pas fait. J'étais curieux de voir en fait comment ça fonctionnait. Bah vu la taille de l'écran, t'as même pas l'interface. Ça s'appelle Lemming, pas Lemmings. Il y en a qu'un seul. C'est qu'une ligne droite, tu fais rien en fait. Cela dit, à la souris Amiga, c'était chaud aussi, hein, parce que pour le coup, que t'avais une vieille souris à boule là, et puis que c'était un peu encrassé, c'était pas beaucoup plus précis. Ah bah oui, c'est clair. Ah, c'est chaud. Et bah n'hésitez pas d'ailleurs vous qui nous écoutez à nous dire sur quelle plateforme vous avez connu le jeu, s'il y avait des spécificités à cette machine, parce que comme on l'a dit, il y a beaucoup de portages de jeux sur des différentes machines, donc du coup différents contrôleurs, donc n'hésitez pas à nous dire sur quelle plateforme vous l'avez connu et qu'est-ce que ça a changé de ce qu'on a dit nous pour en tout cas la version Amiga ou PC ou Mega Drive, bah justement de voir comment ça se jouait, quelles étaient les difficultés. Est-ce que peut-être pour vous ça a été un cauchemar parce que justement la maniabilité n'était pas du tout adaptée au device que vous aviez. C'est tout pour l'Argus. C'est tout. Ok, et bah c'est là-dessus que va se terminer ce podcast consacré à Lemmings, et vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur lacaseretro.fr ou sur notre serveur Discord. On a un petit channel réaction podcast, n'hésitez pas à rejoindre la communauté pour justement débattre quand on sort un podcast avec nos autres poditeurs. Merci messieurs pour ce très beau podcast, vous m'avez vraiment donné envie sincèrement de l'essayer enfin après tout ce temps. Je pense que voilà, que les 30 niveaux fun peuvent déjà me contenter, et ça, déjà j'ai moins peur de me tirer le peu de cheveux qu'il me reste sur la tête. Merci à tous chers auditeurs de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes ou la chaîne Spotify pour pas rater les prochaines émissions, et si vous avez apprécié ce podcast, pensez à nous laisser un petit mot, un petit commentaire, une petite note, ça fait toujours plaisir. En plus j'ai vu que Podcast Addict permettait enfin à ceux qui utilisaient leur application de donner des étoiles et un petit commentaire sur vos podcasts. C'est plus du tout un feed justement de la même chose pour iTunes, donc c'est un truc spécifique à Podcast Addict. Donc si vous nous écoutez via Podcast Addict, n'hésitez pas à nous mentionner parce que je sais pas trop comment pouvoir regarder ça, mais en tout cas on vous lit à chaque fois que vous nous laissez un petit commentaire. On va se donner rendez-vous à très vite pour un nouveau podcast. D'ici là, n'oubliez pas notre slogan, le rétro gaming est l'avenir des consoles next gen. Salut. Salut. Oh non.